Vous me voyez? Ça va arriver. C'est Super. parfait, on te voit. Et donc du coup, je pense que je vais commencer. Déjà, merci beaucoup de, de me permettre de présenter mes travaux. C'est des travaux que j'ai réalisés avec, comme vous l'avez dit, avec Hakim Bellawari, Agnès Arnaud et ma directrice de thèse Pascal Legal. Et donc, ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est d'un algorithme qui permet d'inférer des opérations topologiques sur des cartes généralisées. Et si j'arrive à passer les slides. Ouais, c'est bon. Et donc, essentiellement, l'idée, c'est qu'une opération de modélisation, on peut la visualiser très simplement en l'appliquant sur un objet. Donc, par exemple, dans le cadre de la subdivision d'une face, on peut l'appliquer sur une face carrée, et on obtient alors une représentation de l'opération comme un objet avant, donc c'est la face carrée, et un objet après, c'est la face subdivisée. Et, euh, et une fois qu'on a cette opération, il se pose la question de savoir comment l'appliquer sur un autre objet. Donc, si on prend le cas, par exemple, du cube, si on prend le cas du cube, la subdivision de face, on peut l'appliquer de deux manières. Soit on va simplement subdiviser une face du cube, soit on va l'appliquer de manière générale, plus générale sur le cube, sur l'ensemble des faces du cube, et donc on va subdiviser l'ensemble des faces. Et donc, ce qu'on voit, c'est que on a tout n'est pas complètement défini. On a différentes possibilités de reconstruire une opération. Et ce qu'on va mettre en avant, c'est un mécanisme qui prend en entrée un objet avant et un objet après modification, et va essayer de reconstruire les différentes opérations qu'on peut en déduire et qu'on pourrait appliquer sur d'autres objets. On va faire tout ça dans le cadre des cartes généralisées. Donc les cartes généralisées sont un modèle qui est très régulier, ce qui va nous faciliter un peu le travail. Et pour rappeler brièvement comment ça fonctionne, on peut obtenir la carte généralisée qui représente un objet par subdivision successive le long des dimensions décroissantes. Donc l'objet que vous avez tout à gauche, essentiellement, vous avez la face orange collée à la face verte. Et donc pour obtenir la G-carte qui correspond, on va d'abord séparer les objets par la dimension 2. Donc c'est les arcs en bleu que vous voyez, c'est la liaison qu'on appelle alpha 2, qui permet de séparer les faces. Et après, on va itérer cette subdivision sur les autres dimensions. Donc la dimension 1, on va récupérer les arcs alpha 1 qui vont séparer les arêtes. Et finalement, on va séparer les sommets avec la liaison alpha 0 et obtenir l'objet qui est tout à droite, qui est la carte généralisée qui permet de représenter l'objet géométrique que vous aviez tout à gauche. Et essentiellement, cet objet il a certaines propriétés, nous on le considère comme un graphe. Et une des propriétés remarquables, c'est qu'il est facile de récupérer les sous-éléments de l'objet d'origine sur ce graphe. Donc c'est des sous-graphes de l'objet d'origine qu'on obtient à partir d'un brin de la G-carte en utilisant un alphabet de dimension. Donc par exemple, pour récupérer un sommet, on utilise l'orbite alpha 1, alpha 2. Donc à partir d'un brin, on récupère tous les autres brins qu'on peut atteindre en suivant soit une liaison alpha 1, soit une liaison alpha 2 et en itérant pour récupérer le sous-graphe maximum. Donc ça, c'est le sommet C que vous voyez au milieu à gauche. Et on peut faire la même chose pour récupérer les autres objets, donc une arête avec l'orbite alpha 0, alpha 2, et une face avec l'orbite alpha 0, alpha 1. Et ces orbites, elles ont un rôle intéressant, c'est qu'elles nous permettent de généraliser les opérations de modélisation. Donc on va définir des opérations de modélisation sur une orbite, et après on pourra l'appliquer sur n'importe quelle orbite équivalente, orbite du même type. Et donc ça, c'est déjà fait dans Gerbois, qui permet d'écrire des schémas de règles. Donc c'est des opérations de modélisation qui sont applicables sur une orbite donnée. Donc c'est ce que vous voyez tout en haut. Et essentiellement, il faut voir ça un peu comme une fonction que vous allez ensuite appliquer sur le cube que vous voyez au milieu à gauche et qui va vous fournir le cube subdivisé qui est donné au milieu à droite. Et donc là, c'est uniquement la structure topologique. On a subdivisé la topologie, on a obtenu le cube subdivisé. Et après, il y a une autre partie qui est la partie géométrique, qui est le calcul des plongements, que Gerbois permet aussi de traiter, et donc qui permet de remettre des couleurs sur les faces, de remettre la position géométrique des points, mais dont on ne va pas parler plus aujourd'hui. On va se focaliser sur l'apprentissage de la structure topologique.
Et donc l'idée, c'est de faire l'inverse de ce que fait Gerbois, c'est-à-dire de donner la structure topologique avant modification, donc c'est la G-carte avant, la structure topologique après modification, donc le cube subdivisé, et d'inférer l'opération topologique qui correspond. Comme on a vu, il peut y avoir plusieurs opérations topologiques, donc on va essayer d'inférer l'ensemble des schémas possibles qui correspondent à l'opération et qui essentiellement dépendent du contexte. Et donc ces schémas, comme celui qui est donné en bas de la diaporama, on voit qu'il présente un motif gauche et un motif droit, donc qui sont séparés par une flèche. Et essentiellement, le motif gauche, il correspond à l'instance avant modification, et le motif droit à l'instance après modification. Et on a réalisé une sorte de quotient par l'orbite qui sert à appliquer la modification. Et donc, en l'occurrence, là, c'est l'orbite 0, 1, 2, qui est l'orbite de volume. Et donc, ce qu'on va chercher, c'est, étant donné notre objet avant et notre objet après, à reconstruire le schéma, donc c'est-à-dire le motif gauche et le motif droit. Et on va faire ça en utilisant un algorithme qui est essentiellement un algorithme de théorie des graphes. Donc l'idée, c'est que on a vu qu'il y en avait plusieurs schémas possibles qui dépendent de l'orbite. Et donc, on va tester plus ou moins toutes les orbites qui sont valables. Et on va les tester sur chacun des brins de la G-carte. Et après, une fois qu'on s'est donné un brin et une orbite, eh ben, on va parcourir la G-carte en essayant de propager le quotient par l'orbite. Et donc, on va récupérer les différents brins qu'on va transformer en nœuds. Et on va récupérer les différentes liaisons alpha 0, alpha 1, alpha 2 qu'on va étendre dans des arcs du schéma. Et je vais vous illustrer ça sur l'instance avant de la subdivision du cube avec l'orbite de sommet, donc l'orbite 1, 2. Et donc, la première étape, c'est de récupérer l'orbite. Donc ça, c'est des choses qui sont très faciles. C'est juste un parcours de graphe pour récupérer l'orbite. Mais cette orbite, elle va jouer un rôle important parce qu'elle va servir d'encre, c'est-à-dire que c'est le point d'entrée pour construire l'algorithme, pour reconstruire le schéma. Donc c'est pour ça que à droite, vous avez le nœud N0 qui est avec un double cercle. Ça signifie qu'il a un rôle particulier. Il a un rôle particulier pour plein de raisons dans Gerbois, mais la seule chose qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il va nous servir de référence quand on va essayer de reconstruire les autres nœuds du schéma. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on a construit un nœud, et on va maintenant passer à l'étape d'extension des arcs. Donc, c'est-à-dire qu'on va partir des brins et on va regarder les arcs qui sortent. Et essentiellement, comme dans l'orbite, on avait les liaisons alpha 1 et les liaisons alpha 2, il nous reste à traiter les liaisons alpha 3 et les liaisons alpha 0. Les liaisons alpha 3, essentiellement, ça donne une boucle. On va voir que dans toute la construction de l'algorithme, on va tout le temps obtenir des boucles alpha 3 parce qu'on a simplement un cube qui est un objet isolé. Donc, on va pas s'apesantir, mais à chaque fois, on verra la liaison alpha 3. Et la seule chose qui va nous intéresser, c'est les liaisons alpha 1, alpha 2 et alpha 0. Et donc, ce qu'on peut voir sur la liaison alpha 0, c'est que les 6 brins de l'orbite du sommet d'origine, ils ont un arc alpha 0 sortant et qui pointe vers des sommets différents. Et donc, on va pouvoir marquer, ajouter l'arc 0 que vous voyez ici dans le schéma et qui permet de modéliser ces 6 liaisons alpha 0. Et après, on va pouvoir itérer, c'est-à-dire qu'on va récupérer les brins qui sont cibles de ces liaisons alpha 0. Et maintenant, donc ça nous donne notre nouveau nœud, le nœud N1. Et maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on met comme étiquette d'orbite pour ce nœud. Et donc, comme je l'ai dit, l'orbite d'origine, l'orbite encre, le nœud N0 et les différents brins qui sont associés, c'était la référence. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder comment les arcs, les liaisons alpha 1 et alpha 2 de l'orbite d'origine se propagent sur le nouveau nœud. Donc on peut voir par exemple que le nœud, on a le brin A0 et le brin B0 qui possèdent une liaison alpha 2 entre les deux. Et si on va chercher leur voisin par alpha 0, c'est-à-dire leur équivalent dans le nouveau nœud, donc les brins A1 et les brins A2, on voit qu'ils sont reliés par une liaison alpha 2 à nouveau. Et donc on peut marquer une liaison alpha 2 dans le nœud du schéma. Au même endroit, on avait la liaison alpha 2 à l'origine. Et
pour le cas de l'autre liaison, la liaison alpha 1 entre A0 et C0, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas de liaison entre A1 et C1, donc on marque vide. Et une fois qu'on a construit ce renommage des différentes dimensions, on doit vérifier que le renommage est valide pour les autres brins. Donc entre B1 et l'image qui est ici, on a rien. Ici, entre les deux brins, on n'a rien. Donc le renommage vide est valide. Et pareil pour la dimension alpha 2. Le renommage ici est valide et le renommage ici est valide. Donc ce brin est correctement reconstruit. Quand on est arrivé ici, on a traité du coup les dimensions alpha 0 et alpha 1, ce qui veut dire que les nouveaux brins ont encore une liaison alpha 1 sortante qu'on n'a pas traitée. Donc on va simplement étendre cette liaison alpha 1 et on voit qu'on obtient 6 nouveaux brins. Et donc on va pouvoir construire un nouveau nœud à partir de ces 6 nouveaux brins. On va réitérer le processus. Donc on obtient maintenant les voisins de l'origine. C'est plus des voisins directs de l'orbite d'origine, mais des voisins par alpha 0 puis alpha 1. Et à chaque fois, c'est cohérent par alpha 0, alpha 1. Et on obtient 6 nouveaux brins qui ne possèdent aucune liaison entre eux. Donc on met simplement un renommage complètement vide sur le nœud 2. Et donc on avait une liaison alpha 1 pour rentrer sur ce nœud, qui est symbolisé ici. Donc ce qui veut dire qu'il reste à traiter les liaisons alpha 0 et alpha 2. Donc on va simplement poursuivre l'extension des arcs. L'extension est valide parce que pour chacune des dimensions, on obtient 6 brins distincts qu'on n'a toujours pas traités. Donc on continue l'exploration. On va par exemple procéder avec l'exploration par alpha 0, obtenir 6 nouveaux nœuds. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a un espèce de front qui est l'image de l'orbite d'origine, qui se propage de proche en proche au fur et à mesure qu'on étend l'algorithme. Et donc ici, on voit par exemple que la liaison alpha 2, elle a été supprimée, et que la liaison alpha 1, elle a été conservée entre les différentes copies du nouveau nœud. Et donc, on peut ajouter le nœud, la construction est valide. On étend à nouveau, il faut étendre par alpha 2 et par alpha 0. Et donc, alpha 0, on l'avait déjà traité. Alpha 1, on l'a mis dans l'orbite. Et donc, il nous reste alpha 2. On étend à nouveau un nœud. Donc, maintenant, on va repartir du nœud 2 pour construire le nœud 4. L'idée, c'est que comme on a fait un parcours en largeur, on repart toujours du premier arc non exploré. Et donc là, on obtient à nouveau 6 brins. Donc, on peut construire un nœud dans le schéma. On obtient un renommage de la liaison alpha 2 en bleu entre A0 et B0 en une liaison alpha 1 entre A4 et B4. Donc on remplace 2 par 1 et la liaison alpha 1 est supprimée, donc on marque vide. On itère, donc on étend les arcs. Là maintenant on va partir du nœud alpha 3 du nœud N3 par alpha 2. Là on obtient à nouveau un nouveau nœud qui est à nouveau vide. Et là on va obtenir un processus qui est un peu plus intéressant. C'est que quand on va étendre à partir de ce nouveau nœud 5, donc des brins qui sont marqués en vert et noir sur la G-carte, eh ben, on va étendre et on va étendre alpha 0 et on va tomber sur un brin qu'on avait déjà vu. Donc ça veut dire qu'on est en train de construire un arc pendant vers un nœud dans le schéma qui était déjà défini. Et donc en fait, plutôt que d'étendre à nouveau par alpha 0, on va simplement relier le nœud qu'on est en train de considérer avec le nœud qui permet d'abstraire les brins associés. Et donc là, on ferme complètement le cycle alpha 0, alpha 2, alpha 0, alpha 2 qui correspond à une arête. Et donc c'est bien ce qu'on voit sur le cube, l'arête là, et avec les 4 arcs correspondants. Et une fois qu'on est arrivé là, on continue simplement. Donc on étend les nouvelles dimensions, on récupère le nouveau nœud, on étend, et au bout d'un moment, on arrive complètement à l'opposé dans le cube, donc c'est-à-dire que c'est le sommet diamétralement opposé. Ce qu'on peut voir, c'est que la liaison alpha 2 a été renommée en alpha 1, et la liaison alpha 1 ici a été renommée en alpha 2, donc on a interverti les dimensions. Donc ce qu'on peut voir, c'est que le nœud d'orbite 1,2 a été transformé en nœud d'orbite 2,1. Et là, on arrive au dernier brin de la G-carte. On a parcouru tous les brins. Il nous reste quand même à étendre la dernière dimension. Donc, ce qui nous reste, c'est simplement la dimension alpha 3. Mais aussi, on voit que, du coup, on n'a plus d'arc de liaison sortante. On n'a plus d'arc pendant dans le schéma.
le schéma est complètement reconstruit pour le motif gauche et on a bien parcouru toute la G-carte. Ce qu'il faut voir, c'est que si à chaque étape de l'algorithme, on avait eu un couac, donc par exemple, on n'aurait pas obtenu le bon nombre de brins, on n'aurait pas eu le bon nombre de liaisons sortantes, on n'aurait pas été capable de reconstruire le renommage parce que les brins n'auraient pas les mêmes liaisons entre eux, on aurait obtenu du coup un échec sur l'algorithme. Et ça voudrait dire que le couple brin à l'origine et orbite qu'on lui a associé ne fournit pas de schéma correct. Et on aurait simplement dû passer à un nouveau brin ou à une nouvelle orbite et recommencer le processus. Et donc là, je vous ai détaillé comment construire le schéma pour le motif gauche. Ce qui se passe, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est l'instance avant, mais aussi l'instance après. Et donc, on construit un graphe hybride que vous voyez à droite, dans lequel on unifie le motif gauche, l'instance avant avec le motif droit qui est l'instance après. Donc l'instance avant, elle est placée à l'extérieur, c'est le cube que vous voyez à l'extérieur, et l'instance après, elle est placée à l'intérieur, un peu comme une fausse vision en 4D. Et après, on va relier tous les brins qui sont préservés au cours de la transformation par ces arcs que vous voyez en rose, et du coup qui permettent de contraindre la préservation des brins. Et après, on fait exactement le même algorithme, tout fonctionne de la même manière. Essentiellement, il suffit de se dire que c'est comme si on était en train de replier une G-carte de dimension 4. L'algorithme fonctionne de la même manière. À la fin, quand vous obtenez votre schéma, vous devez juste vérifier que les arcs roses que vous avez ajoutés, qui font les liaisons entre avant et après, ne se retrouvent pas à l'intérieur d'une orbite. Mais si vous avez que des arcs entre les différents nœuds, il suffit de couper ces arcs et de mettre les nœuds qui correspondaient au brin avant d'un côté et ceux qui correspondaient au brin après de l'autre côté, vous obtenez le schéma. Et donc c'est exactement ce qu'on peut faire. Voilà pourquoi je vous ai pas complètement détaillé la construction sur le cube, c'est que vous avez un nombre relativement important de nœuds à construire. Et donc essentiellement c'est le même algorithme, on a juste propagé sur ce nouveau graphe hybride entre le motif avant et le motif après. Et donc, on obtient complètement un schéma qui est un schéma valide qu'on pourrait ensuite réappliquer sur un autre objet. Et l'idée, ce qui est intéressant, c'est qu'on récupère un ensemble de schémas. Et parmi les schémas qu'on va récupérer, on est capable de récupérer le schéma qu'on a utilisé pour subdiviser le cube. Donc, ce que vous voyez en haut, c'est le schéma qu'on a utilisé, qui est le schéma, la règle d'Angerbois. Et en dessous, vous avez le schéma qu'on a inféré. Ce qu'on peut voir de différent, c'est que le nommage des nœuds est différent, mais ça n'a pas d'importance. La seule chose qui a vraiment une importance dans le nom des nœuds, c'est que si un nœud a le même nom à gauche et à droite, ça veut dire que c'est un nœud préservé. Et donc là, on voit bien qu'on avait un nœud préservé ici, qui donne un nœud préservé ici. Et l'autre différence, c'est que vous avez des annotations en grise avec des points d'exclamation dans le schéma qu'on a inféré, qui veut dire qu'on n'a pas inféré la géométrie et qu'on a des bugs de géométrie. Et donc, on a vu au tout début qu'il était possible de construire différentes opérations de modélisation, d'inférer plusieurs possibilités. Et dans le cas du cube, au total, il est possible d'inférer 768 schémas qui correspondent essentiellement aux 16 orbites fois les 48 brins du cube. Et ça, après, en fait, le fait que le cube il soit très symétrique fait qu'on a en réalité qu'un schéma par orbite. Et nous, ce qu'on fait, c'est que quand on reconstruit les différents schémas, on se sert du fait que les orbites, c'est des équivalences pour marquer un certain nombre de brins / orbites comme étant déjà construits. Et finalement, on va reconstruire que 48 schémas parmi les 468. Et on aura effectivement reconstruit les 16 schémas distincts. Et ce qu'il faut voir, c'est que dans ces schémas, on a des schémas qui parfois sont plus généraux. Le schéma qui vous est donné ici, on peut voir sur le motif gauche que l'orbite c'est 0, 1, 2, 3, ce qui signifie qu'en fait on va subdiviser toutes les faces d'une composante connexe, c'est-à-dire plusieurs volumes reliés entre eux, on va subdiviser toutes les faces de tous les volumes. Et à l'inverse, on peut aussi obtenir des règles plus spécifiques. Donc là, c'est la subdivision si on avait filtré par une face. Et donc, en filtrant par une face, on fixe la topologie, puisqu'un cube, c'est un objet avec des faces à 4 arêtes. Et donc, en fait,
ça veut dire que cette règle-là, ce schéma de règle-là, il pourrait être appliqué uniquement sur un parallélépipède. Et donc là, on est relativement content parce qu'on est capable d'inférer des opérations de modélisation d'un point de vue topologique. Mais l'idée, c'est que là, on a juste inféré quelque chose qu'on avait déjà sous la main. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est composer des opérations et inférer la composition. Et ce qu'on peut faire typiquement, c'est itérer la même opération. Donc là, c'est la subdivision d'Houssaban qui subdivise les sommets. Et on va inférer les itérations. C'est-à-dire qu'on va inférer la première itération, qui est le deuxième objet, puis ensuite inférer directement la modélisation qui transforme l'espèce de T en la deuxième itération et la troisième itération. Et donc, on commence par inférer la première itération. Ce qu'on voit, c'est que parmi les différents schémas, il y en a un qui est essentiellement le même. La seule différence, c'est les boucles par alpha 3 qui vous donnent, qui viennent du fait qu'on a appris sur une G-carte complète et pas sur un morceau de la G-carte. Mais après, on peut faire la même chose. On apprend la deuxième itération, on apprend la troisième itération. Et donc finalement, ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser sur un objet pour obtenir directement la troisième itération de Houssaban. Et donc, pour terminer, donc, ce qu'on a vu, c'est un algorithme qui permet essentiellement d'inférer les opérations topologiques à partir de l'objet avant et après modification. Et modification, ça veut dire n'importe quoi. Ça peut être une succession d'opérations. L'objet peut être modifié n'importe comment. Et tout ça, c'est complètement automatique. Et ce qu'on voudrait faire maintenant, c'est avoir un processus analogue pour la géométrie. Parce que comme je vous l'ai dit au début, on a uniquement traité de la topologie. Mais si on veut pouvoir représenter les objets, on a aussi besoin de la géométrie. Et l'idée, après, c'est une fois qu'on aura ça, c'est d'intégrer tout ça dans un processus un peu plus global où on cacherait complètement la syntaxe des règles de Jerboa pour ne manipuler que des objets. Donc l'utilisateur, il modifie les objets à partir de règles qui sont simplement des noms de fonctions. Et après, il demande l'inférence de la nouvelle règle. Et après, il peut la réappliquer sur un nouvel objet. Et j'ai terminé et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Romain pour cette présentation bien détaillée. Donc on peut maintenant reprendre les questions s'il y en a, s'il vous plaît. Vous pouvez soit les poser directement, soit les écrire sur le chat. Je pourrais peut-être déjà commencer avec une petite question. Non, c'est Guillaume qui souhaite... Oui, on vous écoute. Ou tu peux commencer si tu veux. Non, c'est très bien. Merci pour l'exposé qui était très bien. J'ai une petite question. Comment tu peux vérifier que ce que tu apprends, c'est juste? Je m'explique. Tu prends par exemple le cas de la subdivision de Sabine. Tu apprends sur ton objet, donc qui est 4 cubes en T, là. Et maintenant, tu vas l'appliquer sur un autre objet. Et peut-être que tu as appris, ce n'était pas la subdivision de Sabine, mais c'était comment transformer le T de départ en T subdivisé, et que quand tu vas l'appliquer sur un autre objet, ça ne va pas du tout donner le résultat qu'on aimerait que ça obtienne. Alors, ça c'est vrai. C'est-à-dire que on va reconstruire un certain nombre de schémas, et il y en a certains qui, comme dans le cadre de la face, quand on a appris sur le cube, vont figer la topologie. Donc, ça veut dire qu'il serait applicable que sur le T, et si on voudrait l'appliquer sur autre chose, ça ne va pas fonctionner. Mais parmi les différents schémas, il y en a un, par exemple, qui va être avec l'orbite 0, 1, 2, donc qui va filtrer toute la surface. Et donc, puisqu'il filtre toute la surface, on peut ensuite le réappliquer sur n'importe quelle surface. Et donc, on peut l'appliquer sur n'importe quel objet qui vérifie d'être une Gmap avec l'orbite 0, 1, 2. Et donc, en fait, parmi les schémas, il y en a qui sont plus ou moins intéressants. Et il y a une étape qui est aussi de choisir le schéma intéressant. Et ce qu'on a pensé, qu'on n'a pas encore fait, c'est de construire des instances qui permettent d'appliquer les schémas qu'on a inférés et de pouvoir les visualiser, et après d'avoir un retour utilisateur, c'est-à-dire quelqu'un qui va nous dire bah, ce schéma-là, on peut l'appliquer que sur le T, par exemple, donc c'est pas celui-là que je veux, mais celui-là qu'on peut aussi appliquer sur le cube, qu'on peut aussi appliquer sur un tétraèdre, bah, c'est celui-là que je veux, et donc finalement retenir que l'opération voulue par l'utilisateur. Ok, merci.
Très bien. En fait, ma question était aussi dans la même direction. Ça veut dire que je me demandais, parce qu'à un moment donné, tu as dit que justement, vous arrivez à inférer ce schéma que vous pouvez plus tard appliquer sur n'importe quel autre objet. Donc, justement, je me demandais si c'était possible de formaliser un peu les conditions nécessaires pour savoir sur quel type d'objet, d'objet on pourrait l'appliquer. Donc, c'est effectivement peut-être juste l'existence de ces orbites. Est-ce que ça suffirait ou s'il y a d'autres conditions à considérer? Il y a d'autres conditions qui viennent du fait que, peut-être je peux remontrer les... En fait, le fait qu'on fasse l'inférence sur l'objet avant et après, et que l'objet avant et l'objet après soient des G-cartes complètes et pas simplement des morceaux de G-cartes. Donc là, on a la G-carte complète, fait que le schéma qu'on a là, le motif gauche, il s'instancie forcément sur une G-carte et pas simplement sur un morceau de G-carte. Et donc, il y a un autre travail qui serait aussi d'être capable d'enlever une partie du contexte pour obtenir des opérations qui, par exemple, s'appliquent plus localement, pas simplement sur toute la G-carte, mais sur un autre morceau de la G-carte, qui est quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Mais sinon, à partir du moment où l'orbite, on peut reconstruire l'orbite, l'application peut s'appliquer. Très bien. J'aimerais continuer avec une deuxième question, si possible, si tu veux bien aller sur les slides numéro 13, justement là où tu donnes un exemple, disons, une petite application de ce qu'on pourrait faire justement en appliquant ces schémas de règles. Donc là, on est d'accord qu'avec l'algorithme que tu présentes, c'est surtout les opérations topologiques qu'on arrive à trouver. Donc, pour pouvoir justement générer ce genre d'exemple, comme tu l'as indiqué, on aurait besoin d'une étape d'optimisation géométrique qui te donnerait le plongement. Est-ce qu'on est bien d'accord? Ouais, on est d'accord. Ce qui se passe, c'est que pour la topologie, comme on a une modélisation sous forme de graphe, on a des processus très automatiques qui permettent de reconstruire directement. Enfin, c'est exactement ce que j'ai expliqué, qui permet de reconstruire le schéma. D'un point de vue de la géométrie, donc des plongements, ce qui se passe, c'est que là, c'est des calculs de géométrie qui sont relativement simples, mais on peut imaginer que les calculs géométriques soient compliqués ou soient designés par l'utilisateur pour l'utilisation qu'il veut en faire, et donc que ce soit quelque chose de très spécifique. Et dans ce cas-là, ça semble un peu ardu d'être capable d'inférer directement l'opération designée par l'utilisateur. Et donc, ce qu'on pense plutôt faire, c'est d'avoir un espèce d'aller-retour entre une étape d'apprentissage et une étape de retour utilisateur, où l'utilisateur fournirait par exemple l'ensemble des fonctions qui est possible d'utiliser pour calculer la géométrie, ou directement donnerait comment telle face elle est calculée, comment tel point, la position de tel point est calculée en fonction de la position des autres points à l'origine. Et après, nous, on peut intégrer directement ça dans le schéma et en déduire la géométrie. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Heureusement, je n'ai pas eu le temps d'aller regarder sur Discord s'il y a des questions, donc n'hésitez pas à les présenter ici s'il y a d'autres questions que je n'ai pas vues, s'il vous plaît. Il n'y a pas de questions sur Discord, il n'y a pas de souci. Super, merci Damien. Donc, je termine peut-être avec une dernière question sur cet algorithme. Je me demandais à quel point le schéma que vous obtenez à la fin est unique, dans le sens où est-ce que l'ordre de considération de ces orbites pourrait changer le schéma? Alors, il y a deux choses. C'est à un moment, j'ai expliqué que sur le cube, on avait 768, on était capable de reconstruire, qu'il y en avait 16 vraiment distincts et qu'on en avait reconstruit 48. Et en fait, dans les 48, du coup, ça veut dire que forcément que parmi les 16, il y en a qu'on a reconstruit plusieurs fois. Et en fait, on les a reconstruits plusieurs fois simplement parce que quand on a quotienté par les orbites pour déterminer lesquelles on devait explorer, bah, il y en a quelques-uns qu'on n'a pas réussi à quotienter. Et donc, on les a quand même explorés pour s'assurer de ne pas obtenir quelque chose de différent. Et donc, en fait, on s'assure, en faisant ça, de reconstruire tous les schémas possibles. Après, du coup, bah, ils ne sont pas uniques puisqu'on en a reconstruit 16, mais chacun est différent et on s'assure de tous les avoir. Et je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question, mais... je me demandais pour deux instances données, justement.
le cube avec une modification déjà donnée, est-ce que ça serait unique ou l'ordre de considération de ces orbites pourrait… Peut-être que j'ai mal compris, mais… L'ordre dans lequel on parcourt, ça ne change rien. Si vous voulez dire dans l'algorithme, le fait qu'on fasse un parcours en largeur, par exemple, ça ne change rien. L'ordre dans lequel on va étudier les différentes orbites ne change rien parce qu'in fine, on va toutes les faire. Et donc, on s'assure d'avoir toutes les possibilités. D'accord. Ok, merci beaucoup, c'est clair. Merci. Je peux affiner un tout petit peu la question. La question, en fait, qui est dite, c'était liée aux symétries des objets. Donc, en effet, dans le cube, il y a pas mal de symétries topologiques, et donc, on a bien une unicité par orbite. En revanche, si tu peux retourner sur Douce-Sabin, dans Douce-Sabin, comme il n'y a pas beaucoup de symétrie, en effet, en fonction de notre point de départ et en fonction de l'orbite recherchée, on pourrait obtenir des règles qui seraient radicalement différentes. Là, les symétries, on les voit pas trop. On peut le voir que c'est au milieu du T, verticalement, par exemple, mais dans le sens horizontal, il n'y en aurait pas. Donc, ça revient, comme le disait Romain, il y a des recoupements dans les règles, on les explore tous, on pourrait optimiser ça. C'est un travail à venir dans la suite. Parfait, merci beaucoup, Hakim. Bon, je vous remercie tous pour cette